Si vous découvrez cette enquête, prenez un instant pour soutenir ce travail en likant cette vidéo, en vous abonnant, et en laissant en commentaire le prochain thème que vous voudriez voir éclairé. Car ce que vous allez entendre maintenant touche aux fondations même de notre civilisation moderne, à ce qui se murmure derrière les portes closes des laboratoires gouvernementaux, et à ce que certains anciens responsables osent enfin révéler lorsqu'ils n'ont plus rien à perdre. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous, ce documentaire existe grâce à vous. Alors installez-vous, respirez profondément, et laissez-vous guider dans les ténèbres lumineuses de l'un des plus grands mystères de notre histoire. Tout commence toujours par une brèche. Une faille dans un récit officiel, un aveu glissé à demi-voix par un homme qui a longtemps porté le poids du secret. Le nom d'Haïm Eshed vous est peut-être familier, mais son histoire, elle, dépasse tout ce que l'on imagine lorsque l'on pense aux révélations extraterrestres. Voici un homme qui a dirigé le programme spatial d'un pays durant près de 30 ans, un homme formé aux sciences les plus rigoureuses, un militaire discipliné, un ingénieur respecté, un chercheur de caractère, pas quelqu'un que l'on peut balayer d'un revers de la main comme un illuminé. Et pourtant, c'est lui qui, à 87 ans, décide de briser le silence, de déchirer un voile que personne n'osait toucher. Les mots qu'il prononce semblent irréels, selon lui, des civilisations non humaines sont en contact discret avec les plus grandes puissances de la Terre. Non seulement cela, mais elles auraient établi depuis longtemps une forme d'accord, une sorte de trêve, un pacte diplomatique encore inconcevable pour la plupart des gens. Ces entités appartiendraient à ce qu'il appelle la « Fédération Galactique », un ensemble d'espèces intelligentes évoluant selon des règles précises, unies par un cadre politique et des normes d'intervention. Une sorte d'ordre interstellaire structuré, qui observe l'humanité comme on observe une espèce au seuil de sa maturité. Pour ceux qui écoutaient Eshed ce jour-là, il était facile de sourire, de penser qu'il délirait, que la vieillesse ou la fantaisie avait eu raison de son esprit. Mais comment peut-on rire devant un homme qui, toute sa vie, n'a jamais prononcé une phrase qui ne s'appuyait pas sur des données, des preuves, des résultats? Comment ignorer que ceux qui l'ont côtoyé décrivent un esprit méthodique, cohérent, rationnel, incapable de proposer une affirmation qu'il n'aurait pas soigneusement vérifiée? Les sceptiques utilisent le rire comme un bouclier. Mais parfois, le rire n'est qu'un masque de peur. Selon Eshed, l'humanité n'est pas ignorée par le reste du cosmos, elle fait l'objet d'une surveillance patiente, attentive, presque bienveillante. Pour ces civilisations non humaines, nous ne serions pas encore prêts à rejoindre l'espace politique intergalactique. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes instables. Trop jeunes. Trop divisés. Trop imprévisibles. C'est une idée qui traverse l'histoire humaine depuis des millénaires. Les dieux ou les êtres venus du ciel reviendront lorsque nous aurons atteint un certain seuil moral, scientifique et spirituel. L'étrange, c'est que ce même concept se retrouve dans les paroles d'un ancien dirigeant du programme spatial moderne. Imaginez un instant que tout cela soit vrai. Que des entités bien plus anciennes que nous observent l'humanité, évaluent nos progrès, surveillent nos guerres, nos découvertes, nos destructions, nos inventions. Imaginez qu'elles attendent, silencieuses, que nous parvenions enfin à dépasser nos propres ombres. Cette attente pourrait expliquer tant de choses, pourquoi les phénomènes aériens non identifiés semblent intervenir lors de tests nucléaires, pourquoi certaines technologies humaines progressent brutalement par bonds incompréhensibles, pourquoi certains programmes militaires paraissent cacher beaucoup plus que ce qu'ils montrent. Eshed explique aussi que des contacts auraient déjà eu lieu, mais sous une forme très encadrée. Pas d'atterrissage spectaculaire, pas de message public, pas de révélation mondiale. Plutôt des échanges discrets, réalisés avec des gouvernements triés sur le volet, dans des installations sécurisées, loin du regard du public. Ce cadre n'est pas nouveau dans les récits ufologiques, mais ce qui change ici, c'est la source. Un homme de ce niveau ne parle pas pour s'amuser. Il parle parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre, et peut-être plus encore, parce qu'il sait que l'humanité approche d'un tournant où certains secrets ne pourront plus être gardés. Il évoque également quelque chose de plus troublant encore, l'existence d'une base souterraine sur Mars, gérée conjointement par des humains et des représentants de cette fédération galactique. Une affirmation qui semble impossible, absurde, digne d'un film de science-fiction. Et pourtant, des anomalies photographiques, des ombres inexpliquées, des structures dont l'origine ne peut pas être attribuée à l'érosion naturelle se multiplient dans les archives des missions martiennes. Les sceptiques répètent que ces formes ne sont que des illusions, des pareidolie. Peut-être. Mais alors pourquoi certains clichés disparaissent-ils? Pourquoi d'anciens employés d'agences spatiales affirment-ils que toutes les images martiennes passent par plusieurs filtres de validation avant leur publication? Ce n'est pas un débat scientifique traditionnel. Ce n'est pas non plus un récit fantastique. C'est quelque chose entre les deux,
une frontière où la vérité se cache derrière le probable, où les données publiques se mélangent à des fragments confidentiels, où le silence pèse plus lourd que les aveux. Car le plus étrange dans cette affaire n'est pas ce qu'Eshed dit. C'est ce que les gouvernements ne disent pas. Et cela depuis des décennies. Pourquoi l'armée américaine a-t-elle dépensé des fortunes pour étudier les phénomènes non identifiés tout en niant leur importance publiquement? Pourquoi tant de bases souterraines militarisées existent-elles dans le désert? Pourquoi certains programmes de recherche officiellement annulés réapparaissent-ils dans d'autres budgets sous des noms différents? Si la Fédération Galactique existe, si elle encadre les contacts, si elle surveille la Terre depuis longtemps, alors le comportement des États prend soudain un sens nouveau. Les mensonges officiels deviennent des stratégies. Les silences deviennent des obligations. Les révélations partielles deviennent des tests. Et les hommes comme Eshed deviennent des messagers involontaires, des voix trop vieilles pour être contraintes, trop respectées pour être ignorées. Mais il y a une question plus profonde, plus vertigineuse, plus essentielle: pourquoi maintenant? Pourquoi cet homme a-t-il choisi ce moment précis pour parler? Pourquoi, à travers le monde, d'anciens pilotes militaires, des officiers, des ingénieurs, des responsables de programmes secrets sortent-ils du silence? Pourquoi l'humanité semble-t-elle entrer dans une phase où la vérité affleure, où les langues se délient, où les documents se déclassifient les uns après les autres? Peut-être parce que tout cela était prévu. Peut-être que la Fédération Galactique, si elle existe, c'est que l'humanité touche à un seuil. Un seuil technologique, moral, énergétique. Peut-être que le contact, le vrai contact, n'est plus très loin. Peut-être que les révélations progressives ne sont pas un accident, mais un protocole. Avant de poursuivre cette immersion dans les coulisses de l'un des plus grands secrets de notre ère, prenez un instant pour soutenir ce travail, likez cette vidéo, abonnez-vous, et laissez un commentaire avec les thèmes que vous souhaitez voir révélés. Chaque soutien permet à ce documentaire d'aller encore plus loin dans l'obscurité, là où seules quelques vérités osent encore respirer. Maintenant, reprenons le fil, un fil qui, en réalité, mène beaucoup plus loin que l'histoire d'un seul homme. Ce que nous avons déjà exploré à travers les révélations d'Haïm Eshed n'est que la surface visible d'un ensemble infiniment plus vaste. Car comprendre les implications d'une fédération galactique, d'un contact supervisé, d'une diplomatie interstellaire secrète, nécessite de remonter bien avant Eshed, bien avant nos agences spatiales, bien avant que les gouvernements modernes n'apprennent à dissimuler leurs propres découvertes. Cela implique de sonder les mythologies anciennes, les légendes oubliées, les traditions religieuses, les symboles universels. Cela implique de comprendre que l'humanité a peut-être toujours été consciente inconsciemment qu'elle n'était pas seule. Et que ceux que nous appelons Dieu, messagers, anges, maîtres venus des étoiles, n'étaient peut-être que les premières visites, prudentes, de membres d'une civilisation plus avancée. Si l'on observe les récits anciens avec un œil neuf, une étrange cohérence apparaît. Les dieux descendaient du ciel dans des chariots volants. Ils enseignaient les mathématiques, l'astronomie, l'agriculture. Ils donnaient des lois, imposaient des règles, punissaient parfois, mais la plupart du temps, ils guidaient. Et il est fascinant de constater que ces récits existent partout. Chez les Sumériens, les Dogons, les Égyptiens, les Mayas, les Grecs, les Celtes, les Aborigènes, toutes les sociétés humaines ont gardé la mémoire d'être venues d'ailleurs. Pourquoi une telle universalité? Pourquoi ces points communs si profonds, si précis, entre des peuples qui n'avaient aucun contact? Certains disent que c'est une simple projection humaine, une manière poétique d'expliquer ce que l'on ne comprend pas. Mais d'autres, parmi les plus grands anthropologues, physiciens, linguistes et archéologues modernes, se demandent aujourd'hui si cette convergence n'indique pas autre chose, le souvenir déformé d'un premier contact. Un contact ancien, lointain, ou même répété. Un contact que l'humanité primitive n'aurait pas été capable d'interpréter autrement qu'en termes religieux. Ce que dit Eshed, au fond, vient confirmer une intuition vieille de 6000 ans. Une intuition devenue aujourd'hui une hypothèse étudiée dans les cercles académiques les plus rigoureux: si des civilisations avancées existent, si elles communiquent entre elles, si elles organisent un cadre politique interstellaire, alors l'humanité n'est que l'une des multiples espèces observées. Un peuple jeune, prometteur, mais encore trop impulsif pour rejoindre un ensemble plus vaste. Les propos d'Eshed prennent une autre dimension lorsque l'on comprend que de nombreux documents récemment déclassifiés pointent vers des rencontres extrêmement structurées, implicites ou explicites, entre des pilotes humains et des objets capables de mouvements impossibles. Des accélérations instantanées, des virages sans inertie, des matériaux inconnus. À chaque fois, le récit est le même: aucun acte hostile, aucune tentative de contact direct non autorisé, mais une forme d'observation, de présence,
parfois même de neutralisation de systèmes d'armes ou de radars lorsque ceux-ci étaient jugés trop dangereux. Comme si ces objets appliquaient un protocole. Comme si leur comportement était codifié. Comme si l'humanité était évaluée. Imaginez un instant une civilisation qui aurait atteint un niveau de maîtrise technologique si avancé qu'elle aurait appris à neutraliser la gravité, à manipuler l'espace-temps, à se déplacer entre les étoiles comme nous nous déplaçons d'un pays à l'autre. Une civilisation qui verrait la guerre nucléaire comme une aberration, les frontières comme une naïveté, et le secret comme une faiblesse. Comment percevrait-elle l'humanité? Probablement comme Eshed le suggère, un peuple jeune, à l'aube d'une transformation mais encore instable, capable du meilleur comme du pire. Un peuple surveillé non comme une menace, mais comme une responsabilité. Pour certains scientifiques, il est absurde de supposer l'existence d'une organisation intergalactique. Pourtant, l'univers visible contient entre 100 et 400 milliards de galaxies. Chacune contenant entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Le nombre de planètes potentiellement habitables est incalculable. Et ce qui est fascinant, c'est que la physique moderne commence à admettre que la vie, plutôt que d'être rare, pourrait être un phénomène banal. Une conséquence naturelle de l'évolution cosmique. Dans cet océan de mondes, serait-il si étrange que certaines civilisations aient émergé bien avant nous, et aient eu le temps d'évoluer à un niveau incompréhensiblement supérieur? Les mathématiques suggèrent que nous sommes peut-être les derniers arrivés dans une immense communauté cosmique. Un jeune peuple, tentant de comprendre ses propres limites. Les récits d'Eshed semblent parfois extravagants, mais ils entrent en résonance avec des hypothèses sérieuses, des études solides, des probabilités presque inévitables. Ce n'est pas l'existence d'une fédération galactique qui choque les chercheurs rationnels. C'est plutôt l'idée que nous pourrions en être exclus temporairement, comme un enfant observé derrière une vitre, attendant d'être assez mûr pour entrer dans le monde des adultes. Mais ce qui trouble le plus dans le témoignage d'Eshed, ce n'est pas tant la description de cette fédération, mais la manière dont il la décrit, structurée, organisée, pacifique, respectueuse des cycles naturels, refusant toute ingérence brutale dans le développement des civilisations jeunes. Une sorte d'ordre moral cosmique. Une diplomatie interstellaire qui semble croire en la valeur fondamentale de la vie, quelle que soit sa forme. Et si cela était vrai, cela signifierait que l'humanité n'est pas seule. Qu'elle ne l'a jamais été. Et que sa plus grande erreur pourrait être de se croire isolée. Cependant, cette hypothèse implique une chose vertigineuse: si une fédération existe, alors elle a certainement établi contact avec plusieurs gouvernements terrestres. Si elle attend que l'humanité soit prête, cela veut dire qu'elle observe nos divisions, nos guerres, nos progrès, nos reculs. Et que, d'une manière ou d'une autre, elle influence peut-être discrètement notre évolution. Non pas en nous contrôlant, mais en veillant à ce que nous ne nous autodétruisions pas avant d'avoir atteint ce fameux seuil. Et soudain, les apparitions à l'étrange autour de sites nucléaires prennent un sens. Les interruptions inexpliquées d'armes stratégiques. Les témoignages de militaires disant que quelque chose désactivait les missiles sans laisser de traces. Ce serait une forme de garde-fou. Une protection subtile. Une manière d'éviter l'irréversible. Certaines sources affirment même que ces civilisations auraient tenté à plusieurs reprises d'encourager l'humanité à s'unir, non par contrainte, mais par inspiration. En stimulant ces avancées technologiques, en influençant certaines intuitions scientifiques, en guidant progressivement l'espèce vers une compréhension plus large de sa place dans l'univers. Cela expliquerait les bonds technologiques étonnants du XXe siècle, ces sauts soudains dans des domaines comme les semi-conducteurs, les lasers, les matériaux exotiques. Certes, tout cela peut être attribué à l'ingéniosité humaine. Mais beaucoup de chercheurs reconnaissent que certaines découvertes semblent avoir émergé trop rapidement, trop brutalement, comme si l'humanité avait reçu un coup de pouce, subtil. Et pourtant, malgré toutes ces pistes, malgré ces indices, malgré les témoignages, malgré Eshed, malgré les documents déclassifiés, malgré les vidéos authentifiées par les armées, quelque chose résiste. Quelque chose freine. Quelque chose maintient l'humanité dans un état de doute permanent. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Et ceux qui savent et parlent deviennent des anomalies. Eshed est l'une de ces anomalies. Et cela fait toute la différence. Il y a aussi une portée psychologique dans son récit, l'idée que l'humanité n'est pas prête. Qu'elle doit subir encore un certain nombre d'épreuves pour mériter sa place parmi les civilisations avancées. Cette notion renvoie à un concept universel, l'initiation. Dans toutes les cultures, l'individu doit traverser une phase de chaos, de souffrance ou de transformation avant d'accéder à un niveau supérieur. Peut-être que l'humanité traverse exactement cela.
Peut-être que les crises contemporaines écologiques, technologiques, sociales, géopolitiques sont les signes d'un passage difficile vers une forme de maturité globale. Et peut-être que ceux qui nous observent le savent. Peut-être qu'ils attendent. Peut-être qu'ils espèrent. Peut-être qu'ils s'inquiètent aussi. Si une fédération existe réellement, et si elle suit des règles strictes de non-ingérence, elle ne peut intervenir que dans des situations extrêmes. Et si certains événements récents ont été évités de justesse, peut-être est-ce parce que l'humanité a été discrètement protégée juste assez pour survivre, jamais assez pour comprendre. Ainsi, les révélations d'Eshed ne sont pas seulement des déclarations sensationnelles. Elles sont peut-être une fenêtre sur quelque chose de plus profond, une relation ancienne, silencieuse, complexe, entre l'humanité et un ensemble d'espèces intelligentes qui la tiennent à l'œil depuis des millénaires. Une relation faite d'attente, de prudence, de surveillance. Une relation qui pourrait, un jour, changer notre avenir à tout jamais. Il existe des moments dans l'histoire humaine où la frontière entre le possible et l'impossible semble se dissoudre. Des instants où ce que nous avons toujours cru solide, immuable, presque sacré, se met soudain à trembler. Et c'est précisément ce qui se produit lorsqu'on écoute les déclarations d'Haïm Eshed, l'ancien directeur du programme spatial israélien, un homme qui n'a ni le profil d'un illuminé, ni la posture d'un provocateur. Ce qu'il affirme, depuis plusieurs années, c'est qu'une entité extraterrestre structurée, organisée, ancienne et technologiquement supérieure agirait en coulisses, une fédération galactique. Pas une rumeur. Pas une métaphore. Une organisation réelle, selon lui, engagée dans une surveillance silencieuse de notre planète. Pour comprendre l'ampleur de cette affirmation, il faut plonger dans les abîmes de notre propre ignorance, et accepter une hypothèse troublante, et si tout ce que nous avons pris pour des mythes, les dieux célestes, les anges de feu, les êtres descendus des étoiles, n'étaient que des fragments déformés d'une histoire plus vaste. Depuis la première apparition publique d'Eshed, tout semble pointer dans une direction similaire. Les gouvernements mondiaux, en particulier les États-Unis, auraient depuis longtemps établi des contacts avec des intelligences non humaines. Des protocoles, des accords, peut-être même une forme de coopération technologique. Mais d'après lui, cette fédération n'aurait pas encore jugé l'humanité prête à affronter la vérité. Elle observerait, mesurerait, interviendrait parfois, comme une civilisation adulte surveillant un enfant trop imprévisible. Et pourtant, lorsqu'on examine les dernières décennies, quelque chose apparaît, une succession d'anomalies, de rencontres rapportées par des pilotes militaires, de dispositifs impossibles détectés au radar, d'objets capables d'accélération qu'aucune science humaine ne peut encore expliquer. Des UAP, comme on les appelle désormais, officiellement reconnus, filmés, classés pendant des décennies. Et voici le point central, pourquoi maintenant? Pourquoi, depuis une poignée d'années, les institutions les plus rigides commencent-elles soudain à admettre que quelque chose se passe? Pourquoi les pentagones du monde, les agences spatiales, les gouvernements, dévoilent-ils tout à coup, par fragments, des images et des dossiers qu'ils avaient niés pendant 60 ans? Si Eshed dit vrai, la raison serait simple, une phase de transition est en cours. L'humanité avance rapidement, trop rapidement peut-être, dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la biologie quantique, la propulsion énergétique. Et chaque fois que notre civilisation approche dangereusement de seuils non maîtrisés, une force extérieure interviendrait, discrète mais ferme, pour éviter que notre monde n'explose avant d'avoir compris ses propres responsabilités. Si cela est vrai, alors notre histoire n'est plus uniquement humaine, elle est supervisée. On peut considérer Eshed comme fou, mais alors comment expliquer que ces déclarations concordent avec celles d'anciens pilotes de l'US Navy? Avec des scientifiques du MIT ayant étudié des matériaux inconnus? Avec des rapports officiels confirmant que des objets impossibles plongent dans l'océan, entrent dans l'espace, naviguent sans propulsion visible, changent de direction à 9000 G, une force qui pulvériserait n'importe quel appareil terrestre? Si leur technologie est réellement celle que décrit Eshed, alors nos missiles, nos radars, nos équations, nos certitudes sont obsolètes depuis des siècles. Peut-être même depuis des millénaires. Certains éléments soulèvent un autre doute dérangeant, et si la Fédération Galactique n'était pas seulement une force extérieure, mais une présence déjà installée sur Terre? Des bases dissimulées sous les océans. Des plateformes stationnées entre les couches orbitales. Des structures enfouies dans des zones interdites où aucun pays ne peut légalement enquêter. Des signaux quantiques détectés par des astrophysiciens qui, faute d'explication, préfèrent se taire.
Dans plusieurs témoignages militaires, des objets semblent surgir littéralement du vide, comme si la matière elle-même obéissait à d'autres lois entre leurs mains. Les anciens textes religieux, lorsqu'on les relit avec un œil moderne, semblent décrire des « êtres supérieurs » donnant des instructions à l'humanité, imposant des règles, interdisant certaines connaissances. Cela résonne étrangement avec le discours d'Eshed, lorsqu'il évoque une « pédagogie cosmique », une sorte de protection, rigide mais bienveillante, destinée à éviter notre autodestruction. Et pourtant, un homme seul ne pourrait pas inventer un puzzle aussi vaste. Une corrélation existe, mondiale, progressive, incessante. Les superpuissances rivalisent, les budgets spatiaux explosent, les alliances se recomposent autour de technologies inconnues. La NASA se tourne vers l'intelligence artificielle pour analyser les UAP. La Chine crée des unités spécialisées. L'Europe lance des programmes d'observation inédits. Ce n'est plus une théorie marginale. C'est un mouvement géopolitique mondial. Alors, que devons-nous faire de ces révélations? Rester spectateurs? Ou accepter que quelque chose se prépare, quelque chose dont nous ignorons encore la forme? Haïm Eshed affirme que la Fédération attend que l'humanité dépasse un seuil moral, psychologique et scientifique. Et si ce seuil était proche? Si la révélation n'était plus une question de siècles, mais de quelques années? Avant que ce mystère ne s'éclaircisse davantage, je vous rappelle que si cette exploration vous captive, si vous souhaitez que la vérité continue d'être fouillée, révélée, portée à la lumière, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo, et à proposer vos propres sujets d'enquête. Votre participation construit la suite de ces documentaires, et je poursuis maintenant, avec vous, la route vers ce que peut-être, la Fédération Galactique nous cache encore. Il existe une ligne invisible qui traverse l'histoire humaine, une ligne faite de traces, de signaux, d'événements trop dérangeants pour être laissés à la surface de la mémoire collective. Cette ligne nous ramène toujours vers le même constat, nous ne sommes pas seuls, et peut-être même ne l'avons-nous jamais été. En poursuivant l'examen des révélations d'Haïm Eshed, il devient impossible de ne pas remarquer un détail majeur que beaucoup ont ignoré. Avant de parler de la Fédération Galactique, Eshed avait accumulé, pendant des décennies, des données, des communications internes, des observations et des rapports issus directement des programmes spatiaux israéliens et américains. Autrement dit, ces affirmations ne viennent pas d'une croyance, mais d'une accumulation cohérente d'indices. Et plus on plonge dans ces données, plus une réalité troublante se dessine, des forces non humaines influencent notre trajectoire depuis longtemps, parfois en silence, parfois avec des interventions brutales que l'histoire a recouvertes d'un voile mythologique. Lorsque l'ancien directeur du programme spatial israélien affirme que des bases extraterrestres existent sous la surface de Mars, dans les profondeurs lunaires, ou même sous certains océans terrestres, il ne décrit pas un imaginaire, il parle de dossiers classifiés. Il évoque des visites organisées, auxquelles certains astronautes auraient participé. Il parle de salles gigantesques construites dans la roche martienne, où, selon lui, une forme de diplomatie interespèce aurait lieu depuis plusieurs décennies. Et surtout, il évoque un programme pilote, un protocole destiné à préparer l'humanité à une forme de contact ouvert. Ce programme aurait échoué à plusieurs reprises, non pas par impossibilité technique, mais parce que l'humanité, dans son ensemble, n'a pas encore atteint ce qu'ils appellent la stabilité psychique globale. Mais que signifie vraiment cette formule, stabilité psychique globale? Peut-être que la Fédération considère que tant que notre monde reste fragmenté, violent, instable et imprévisible, une vérité trop vaste pourrait provoquer une implosion culturelle. Cela expliquerait pourquoi certains événements semblent orchestrés, ralentis, modulés, presque comme si une main invisible cherchait à éviter que nous brûlions les étapes. On peut considérer cela comme une forme de protection, ou au contraire comme une restriction imposée à une espèce en développement. Et ces indices ne se limitent pas aux déclarations d'Eshed. Lorsque l'on examine certaines photos capturées par le télescope Hubble, des structures sombres apparaissent furtivement, des formes cylindriques, immenses, toujours floues, toujours à la limite de la résolution. Lorsque le James Webb, plus puissant, a commencé à balayer les profondeurs cosmiques, certaines équipes auraient reçu l'ordre de ne pas diffuser certaines observations publiques. Ce sont des chercheurs eux-mêmes, discrets mais lucides, qui parlent de ces censures, des alignements structurels dans des nébuleuses, impossibles à expliquer par de simples formations naturelles. Des ombres gigantesques coupant la lumière d'étoiles lointaines, comme des artefacts technologiques. Et pourtant, lorsque ces scientifiques tentent d'en parler, quelque chose se produit, les rapports se perdent, les publications sont retardées, les conférences annulées. Pourquoi? Qui orchestre ce silence? Si l'on croise ces faits avec les propos d'Eshed, une logique apparaît, la Fédération, ou l'un de ses groupes affiliés,
pourrait imposer des restrictions directes ou indirectes pour éviter une révélation trop rapide. L'idée même d'une intervention extraterrestre dans la gestion de notre connaissance est terrifiante, elle suggère que nous vivons peut-être dans un monde surveillé, filtré, calibré. Et pourtant, l'histoire regorge d'indices laissés à la vue de tous. Les tablettes sumériennes décrivant les Anunnaki descendus du ciel pour guider l'humanité. Les traditions amérindiennes parlant des peuples étoiles venus enseigner la paix. Les mythes africains évoquant les Nomos, maîtres des eaux, venus de Sirius. Peut-être ne s'agit-il pas de légendes, mais de fragments de la même réalité, fragmentés dans le temps. Si Eshed dit vrai, ces êtres n'ont jamais quitté notre monde, ils ont seulement changé de méthode, de forme, de stratégie. Et là où tout devient encore plus troublant, c'est lorsque l'on considère les dossiers récents du Pentagone. Les vidéos classées Gimbal, GoFast, Tic Tac montrent des objets défiant littéralement toutes les lois physiques connues. Les pilotes parlent de véhicules capables de descendre de 24 000 mètres à 0 mètres en moins d'une seconde. Aucune propulsion. Aucun son. Aucune signature thermique. Certains de ces objets disparaissent dans l'océan comme s'il n'existait aucune résistance. Selon Eshed, ces appareils seraient les éclaireurs de la Fédération, des drones biologiques, autonomes, envoyés pour analyser nos comportements et nos avancées technologiques. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cette intensification soudaine d'observation, de divulgation partielle, d'anomalies reconnues officiellement ? Peut-être parce que quelque chose approche. Certains parlent d'une transition énergétique mondiale. D'autres évoquent l'émergence d'une conscience collective portée par les réseaux numériques. D'autres encore affirment que l'humanité a franchi un seuil dangereux dans la manipulation du vivant et de l'intelligence artificielle. Et si la Fédération estimait que le moment est venu d'accélérer notre maturité ? De provoquer un éveil progressif ? Une préparation. Avant de poursuivre ce documentaire avec la partie 3, souvenez-vous que votre soutien rend tout cela possible. Si vous voulez que ces révélations, ces enquêtes, ces documentaires continuent d'exister et de s'approfondir, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner, et à proposer dans les commentaires les sujets que vous souhaitez voir explorés dans les prochains épisodes. C'est votre participation qui ouvre les portes des prochains mystères. Il existe un moment dans toute enquête où le voile ne se soulève plus lentement, il se déchire. La troisième et dernière étape de cette exploration autour des révélations d'Haïm Eshed commence précisément à cet instant. Pendant des décennies, gouvernements, agences spatiales, institutions religieuses et organismes de sécurité ont tissé un filet soigneux autour du sujet extraterrestre. Un réseau de silence. Un compromis fragile entre vérité et contrôle. Mais ce filet, aujourd'hui, commence à se rompre. Les déclarations d'Eshed ne sont plus des anomalies isolées, elles résonnent avec d'innombrables fragments qui, mis bout à bout, dessinent une architecture d'ensemble. Et cette architecture révèle une vérité immense, l'humanité n'est pas juste observée, mais guidée. Orientée. Préparée à un contact qui dépasse notre compréhension. Eshed affirmait que la Fédération Galactique empêche une révélation totale parce que l'humanité n'est pas prête. Une phrase qui semble d'abord paternaliste, presque condescendante, jusqu'à ce qu'on examine attentivement l'histoire récente. Comment être prêt quand nos sociétés oscillent entre instabilité, peur et chaos ? Comment être prêt quand nous craignons encore l'autre, l'inconnu, le différent ? Selon Eshed, certaines factions extraterrestres auraient tenté d'accélérer le processus de divulgation il y a plusieurs décennies. Mais les réactions humaines panique, militarisation, hystérie religieuse auraient convaincu la Fédération de ralentir. C'est à ce moment-là qu'un protocole de préparation progressive aurait été élaboré. Ce protocole, disent certains insiders, suivrait 3 axes, l'adaptation mentale, l'adaptation technologique et l'adaptation philosophique. L'adaptation mentale consiste à exposer lentement l'humanité à l'idée de formes de vie non humaines, via des fuites contrôlées, des programmes culturels, des récits fictifs inspirés de faits réels. L'adaptation technologique se traduit par l'introduction progressive de technologies avancées, fibres optiques, lasers, matériaux composites, certains circuits miniaturisés, que plusieurs lanceurs d'alerte attribuent à des rétro-ingénieries secrètes issues de crashs non terrestres. L'adaptation philosophique, enfin, consiste à amener les populations à concevoir leur place dans un univers habité, à questionner leur rôle, leur avenir et leurs limites.
Si cette théorie semble déjà vertigineuse, les dossiers les plus sensibles évoquent quelque chose d'encore plus dérangeant, l'existence d'un « accord de non-interférence directe » signé entre un groupe d'humains triés sur le volet et les représentants de la Fédération. Cet accord autoriserait certaines visites, certains échanges, certaines bases conjointes mais interdirait toute apparition publique ou tout contact massif tant qu'un seuil n'est pas atteint. Ce seuil, selon Eshed, n'est pas politique. Il n'est pas technologique. Il est émotionnel. Un degré de maturité collective, mesuré par l'absence de panique mondiale face à la différence, l'étrangeté, l'inconnu. Tant que l'humanité reste divisée, imprévisible, violente, la Fédération refuserait de se dévoiler ouvertement. Ce qui rend ces propos terriblement crédibles, ce sont les corrélations. Alors qu'Eshed parlait de fédération, les archives américaines publiaient des documents évoquant des « intelligences non humaines biologiques ». L'armée brésilienne confirmait publiquement un crash d'objets non identifiés. Des bases militaires en Europe signalaient des incursions silencieuses, géométriques, impossibles à intercepter. Chaque pays le nie officiellement, mais chaque pays enregistre la même chose, des visites nocturnes, des « observations rapprochées », des objets s'approchant de réacteurs nucléaires comme pour les examiner puis repartant sans laisser la moindre trace de propulsion. Si l'on en croit les analystes, ces survols ne sont pas des menaces. Ce sont des audits. Des inspections. Une façon pour la Fédération de vérifier l'évolution émotionnelle, technologique et géopolitique de l'humanité avant de décider si nous sommes prêts à faire partie d'un ensemble plus vaste. Et si l'on lit entre les lignes, une conclusion terrible se dessine, nous ne sommes pas seulement observés, nous sommes évalués. Et cette évaluation semble accélérer. Cela peut sembler inquiétant, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des civilisations avancées guident des civilisations plus jeunes. Les humains l'ont fait entre eux, parfois avec de bonnes intentions, parfois avec des conséquences tragiques. L'enjeu ici est infiniment plus grand. Selon certaines sources, la Fédération considérerait l'humanité comme un « point pivot » de la galaxie, une espèce capable du meilleur comme du pire, capable de se détruire mais aussi d'unir la matière, l'énergie et la conscience d'une manière unique. Une espèce imprévisible mais prometteuse. Des témoignages de militaires américains, européens et asiatiques évoquent des « rencontres rapprochées silencieuses » ou des formes humanoïdes translucides, presque vibrantes, semblaient communiquer sans mots, par transmission directe d'intention. Ces êtres, décrits comme bienveillants mais stricts, ne donnent pas d'ordre, ils observent, évaluent, guident. Et parfois, ils avertissent. Les dossiers parlent d'un message répété depuis plus de 30 ans, votre monde approche d'un seuil. Vous décidez de la suite. C'est cette idée qui constitue le cœur du message d'Eshed, la Fédération n'est pas là pour sauver l'humanité, ni pour la servir, mais pour la préparer à un statut galactique. Un statut que nous n'obtiendrons que lorsque nous prouverons que nous pouvons gérer notre propre planète sans la détruire, gérer nos propres différences sans sombrer dans la violence, gérer nos propres peurs sans effondrer nos sociétés. Et alors que l'on avance dans ce récit, on comprend à quel point chaque détail compte, chaque observation d'OVNI validée par les gouvernements, chaque fuite organisée, chaque déclaration d'un ancien pilote, chaque document déclassifié n'est pas un accident. C'est une étape. Il existe un instant, dans tout grand récit humain, où le mystère cesse d'être une simple question et devient un miroir. Ce dernier bloc commence précisément là, au moment où la révélation ne parle plus seulement du cosmos, de la Fédération galactique ou de civilisations avancées, mais de nous. De ce que nous sommes. De ce que nous pourrions devenir. De ce que certains, dans l'ombre, tentent encore d'empêcher ou de ralentir. Car si les déclarations d'Haïm Eshed ont secoué le monde, ce n'est pas parce qu'elles évoquent des extraterrestres. C'est parce qu'elles suggèrent une vérité plus dérangeante encore, l'humanité n'a jamais été seule dans son évolution, jamais seule dans ses choix, jamais totalement libre dans sa perception du réel. Dans les archives secrètes du programme spatial, une idée revient sans cesse, l'humanité serait considérée comme une espèce fracturée, brillante mais instable, capable de créer des merveilles mais aussi de s'autodétruire en quelques secondes. Pour certains membres de la Fédération, cette instabilité serait une faiblesse. Pour d'autres, c'est précisément ce qui fait de nous une espèce unique. Une espèce imprévisible, créative, incontrôlable, capable de transcender ses limites en quelques générations seulement. Une espèce qui, si elle se réunit, si elle atteint la cohérence intérieure que la Fédération considère comme essentielle, pourrait un jour devenir non pas une menace, mais un pilier dans l'équilibre cosmique. Des rapports confidentiels décrivent des réunions secrètes ayant eu lieu dans des bases souterraines, loin des États, loin des institutions religieuses, loin de toute forme de contrôle terrestre.
Ces lieux auraient accueilli des rencontres entre représentants humains et entités non humaines, pas des créatures monstrueuses, mais des formes de vie évoluées, calmes, silencieuses, capables de projeter des images, des émotions et des concepts dans l'esprit humain. Là, les échanges ne se faisaient pas en mots, mais en transmission directe de sens. Ces rencontres auraient porté sur un thème précis, préparer l'humanité à accepter la vérité sans sombrer dans la panique. Pendant longtemps, cette vérité a été retardée. Pas seulement par les gouvernements, mais aussi, selon certains dossiers, par la fédération elle-même. Les tests psychologiques menés sur des populations entières, parfois sous couvert d'études sociologiques ou économiques, auraient démontré que l'humanité réagit mal à l'effondrement soudain de ses croyances fondamentales. Beaucoup sombrent dans la peur. D'autres attaquent ce qu'ils ne comprennent pas. Certains se radicalisent. D'autres se replient. Ce comportement, pour la fédération, reste un obstacle majeur. Pourtant, quelque chose a changé. Les 15 dernières années ont été marquées par une multiplication d'observations d'OVNI reconnues officiellement. Les armées du monde entier ont admis qu'elles n'avaient aucune technologie capable d'égaler ces engins. Le Pentagone lui-même a admis l'existence de programmes secrets d'études des phénomènes non humains. Le Japon, le Canada, le Brésil, la France, l'Italie, tous ont commencé à libérer leurs archives. Cela ne peut pas être un hasard. Cela ressemble à un protocole, un calendrier, une progression calculée. Et au centre de ce calendrier, on retrouve les propos d'Eshed, la Fédération préparerait l'humanité à entrer dans un espace de relations intercivilisationnelles. Cette entrée n'aurait rien d'un événement spectaculaire. Pas d'arrivée massive dans le ciel. Pas d'atterrissage devant l'ONU. Pas d'ultimatum. Pas de révélation hollywoodienne. Mais un glissement progressif. Une normalisation. Une intégration lente de l'idée dans la psyché collective. Comme si l'objectif n'était pas de choquer, mais d'habituer, d'éduquer, d'ouvrir. Les dossiers parlent également d'une zone particulière, située sous la surface de Mars, où une base aurait été construite par une alliance entre humains et non-humains. Cette base, décrite comme reculée, sécurisée, invisible aux sondes classiques, serait selon Eshed un lieu d'échange diplomatique. Ce site, disent certains, aurait accueilli les premières réunions officielles entre nos représentants et ceux de la Fédération. Là, les discussions auraient porté sur des enjeux stratégiques, pollution planétaire, dérive de l'intelligence artificielle, explosion démographique, instabilité politique, risque nucléaire. La Fédération ne nous proposerait pas de solution, elle se contenterait d'observer nos choix. Et pourtant, dans les profondeurs de certains rapports, un message apparaît régulièrement. Un message transmis par les entités elles-mêmes, le moment approche où vous devrez choisir ce que vous souhaitez devenir. Cette phrase, troublante, ne parle pas d'un danger imminent, mais d'un seuil. Un seuil d'évolution. Un seuil de conscience. Un seuil moral et technologique. Un seuil qu'une civilisation ne franchit qu'en s'unissant ou en disparaissant. Et selon certaines sources, l'humanité serait dangereusement proche de ce seuil. Cela expliquerait pourquoi les observations d'objets non humains dans le ciel ne diminuent pas. Pourquoi certaines bases militaires enregistrent des incursions plus fréquentes. Pourquoi certaines zones terrestres, l'Antarctique, l'Amazonie, les abysses du Pacifique semblent abriter des structures inconnues. Peut-être que la Fédération intensifie son observation. Peut-être que le protocole est sur le point de changer. Peut-être même que certaines factions de la Fédération considèrent déjà l'humanité prête pour une étape supérieure. Mais cette étape n'adviendra pas dans la peur ou la confusion. Elle ne viendra que si l'humanité démontre sa capacité à percevoir plus grand qu'elle-même. À poser les bonnes questions. À accepter la complexité. À observer sans panique. À comprendre sans violence. C'est pourquoi ce documentaire existe, pour ouvrir une brèche, une réflexion, une possibilité. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage, si vous voulez que cette exploration des mystères, des dossiers secrets et des vérités cachées continue, pensez à soutenir ce travail. Aimez cette vidéo, vous abonnez à la chaîne, et proposez dans les commentaires les prochains sujets que vous voulez voir révélés. Tout cela ne représente pas seulement un geste, mais un signal. Une preuve que vous êtes prêt à aller plus loin dans la compréhension de l'invisible. Car peut-être que la Fédération observe déjà nos choix, nos réactions, nos questions. Ce bloc se referme, mais le mystère, lui, continue. Ce que nous avons découvert ensemble n'est qu'un fragment d'une vérité beaucoup plus vaste. Une vérité que personne ne pourra cacher éternellement.